Le tintement du cristal contre le cristal. C'est un son que je n'oublierai jamais. D'ordinaire, dans les cercles fermés de Vannes, ce bruit annonce un toast, une célébration, un moment de joie partagée. Mais ce soir-là, dans le grand salon privé du cercle naval, face à la baie vitrée qui donnait sur le golfe du Morbihan plongé dans la nuit, ce bruit a sonné comme le glas de ma vie de famille. Je me tenais près d'une colonne en faux marbre, un verre d'eau gazeuse à la main, essayant de me fondre dans le décor. Je portais un tailleur pantalon bleu marine, simple, professionnel, celui que je portais plutôt au tribunal de commerce de Rennes. Je n'avais pas eu le temps de me changer, et honnêtement, je n'en avais pas eu l'envie. Autour de moi, les invités scintillaient. Des soies, des velours, des perles héritées de grand-mères aristocrates. L'air sentait le parfum lourd, le champagne coûteux et l'hypocrisie. C'était le gala de départ à la retraite de mon père, Hubert. 40 années passées en mer, à commander des navires marchands, à traverser des tempêtes que je ne pouvais qu'imaginer, pour finir ici, entouré de gens qui ne l'aimaient pas pour qui il était, mais pour ce qu'il représentait, une vieille famille bretonne avec un nom et un manoir. Pourtant, ce n'était pas Hubert qui tenait le micro. C'était elle. Ghislaine. Ma mère. Elle était resplendissante dans une robe émeraude qui jurait avec la modestie de nos finances réelles, mais qui s'accordait parfaitement avec l'illusion qu'elle maintenait depuis des décennies. Elle avait ce sourire figé, ce masque de cire qu'elle portait en public, celui qui disait « Regardez-moi, enviez-moi ». À sa gauche, Océane, ma sœur cadette, brillait comme un ornement de Noël, riant trop fort, la tête penchée sur l'épaule de maman comme une enfant gâtée de 6 ans, alors qu'elle en avait 26. Et bien sûr, continuait ma mère, sa voix amplifiée par le système sonore, douce comme du miel empoisonné, nous ne pouvons pas oublier notre chère Floriane. 300 têtes se sont tournées vers moi. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais d'une anticipation nauséeuse. Je connaissais ce ton. C'était le préambule d'une exécution publique. Floriane, qui est toujours si sérieuse. Si austère. Vous savez, elle est mandataire judiciaire, dit-elle en prononçant le nom de mon métier comme s'il s'agissait d'une maladie vénérienne. Elle passe ses journées à compter les sous des entreprises en faillite. C'est tellement triste, n'est-ce pas? Pas de mari, pas d'enfant, juste des dossiers poussiéreux et des chiffres. Quelques rires polis parcoururent la salle. Océane pouffa, couvrant sa bouche avec une main manucurée. Mais bon, reprit Ghislaine en balayant l'air de sa main ornée de bagues, il faut de tout pour faire un monde. Océane est notre rayon de soleil, notre artiste, notre joie de vivre. Et Floriane, eh bien, Floriane est notre petite fourmi laborieuse. Elle marqua une pause théâtrale, ses yeux plantés dans les miens à travers la salle, brillant d'une malice pure. Enfin, soupira-t-elle avec un sourire condescendant qui étira ses lèvres peintes en rouge, « Heureusement que je ne compte pas sur toi pour vivre, ma pauvre fille. Tu serais capable de me faire payer l'air que je respire. » La salle explosa de rire. C'était un rire gras, complice, le rire de ceux qui sont soulagés de ne pas être la cible. Mon père, assis à la table d'honneur, sourit vaguement, ne saisissant probablement pas la cruauté de la pique, ou choisissant de l'ignorer comme il avait fait toute sa vie. Le temps s'est arrêté. J'ai regardé ma mère. J'ai vu la satisfaction sadique dans son regard. Elle pensait m'avoir écrasée, remise à ma place de « fille ingrate et inutile » devant toute l'élite de Vannes. Elle pensait que j'allais baisser la tête, comme je le faisais quand j'avais 10 ans. Elle pensait que j'allais fuir en pleurant dans les toilettes. Mais elle avait oublié une chose. Je n'étais plus la petite fille de 10 ans. J'étais une femme de 32 ans qui passait ses journées à démanteler des fraudeurs, à exposer des mensonges financiers et à regarder la réalité en face. Le tintement du verre avait cessé. Le rire s'estompait. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fui. J'ai posé mon verre d'eau sur le plateau d'un serveur qui passait. Le bruit sec du verre sur le métal résonna étrangement fort. Je me suis avancée vers l'estrade. Mes talons claquaient sur le parquet ciré avec un rythme militaire. Tac. 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 Les conversations se turent. Les visages se figèrent. Ghislaine fronça les sourcils, son sourire vacillant légèrement. Je suis montée sur l'estrade. J'ai tendu la main et j'ai pris le micro des mains de ma mère. Elle était tellement surprise qu'elle a lâché sans résistance. Je me suis tournée vers la salle. J'ai pris une profonde inspiration.
L'odeur de son parfum, Chalimard, m'a envahi, une odeur qui autrefois signifiait « maman », mais qui aujourd'hui signifiait « danger ». Tu as raison, maman, dis-je, ma voix calme, posée, amplifiée par les enceintes, résonnant dans le silence absolu du grand salon. C'est une chance que tu ne comptes pas sur moi pour vivre. Je me suis tournée vers elle, la regardant droit dans les yeux. Parce que si tu ne comptes pas sur moi, ai-je continué, articulant chaque syllabe, alors rends-moi les clés. C'est ma maison. Le visage de Ghislaine s'est décomposé. C'était comme voir un bâtiment s'effondrer en temps réel. La couleur quitta ses joues, laissant place à une pâleur cireuse sous son fond de teint épais. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. À la table d'honneur, le verre de vin rouge de mon père lui échappa des mains. Il heurta la nappe blanche, se renversa, et la tache cramoisie s'étala comme une blessure par balle. « Comment ça ?» balbutia mon père, sa voix rauque brisant le silence de mort. Il se leva, tremblant. « Comment ça, sa maison ?» Je n'ai pas quitté ma mère des yeux. C'était le moment. Le point de non-retour. Avant que je ne vous raconte comment cette soirée a fini en carnage familial, je veux savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer notre communauté éparpillée aux quatre coins du monde, unie par la recherche de la vérité. J'ai regardé la tache de vin s'étendre devant mon père. J'ai regardé la peur panique dans les yeux de ma mère. Et j'ai su que la guerre venait de commencer. Pour comprendre pourquoi j'ai prononcé ces mots fatidiques sur cette estrade, il faut remonter le temps. Il faut revenir 3 ans en arrière, loin des lustres et du champagne, dans la réalité froide d'une nuit de novembre pluvieuse. J'étais dans mon bureau à Rennes. Il était 2 heures du matin. J'étais jeune mandataire judiciaire, je venais de m'installer, et je travaillais comme une forcenée pour prouver ma valeur dans un monde dominé par des hommes grisonnants. Mon téléphone a vibré sur le bois de mon bureau. C'était le numéro de la maison familiale, le manoir Caravel. Une angoisse immédiate m'a saisi. Mon père, Hubert, était en mer, quelque part dans l'océan Indien. Un appel à cette heure-ci ne pouvait signifier qu'une tragédie. J'ai décroché, le cœur battant à tout rompre. Allô ? Floriane. Floriane, aide-moi. C'était la voix de ma mère, mais je ne l'avais jamais entendue ainsi. Ghislaine, la femme de fer, la reine de Vannes, sanglotait comme une enfant terrifiée. Maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Papa, il est arrivé quelque chose à papa ? Non, non, ton père va bien, octatait-elle. C'est la maison. Ils vont nous la prendre, Floriane. Ils vont tout prendre demain. J'ai senti mes épaules s'affaisser de soulagement, puis se tendre de confusion. Qui ça, il ? De quoi tu parles ? Et l'histoire est sortie, par bribes, entre 2 pleurs hystériques. Une histoire de mauvais investissement, de conseils mal avisés d'un ami, de dettes accumulées pour maintenir le standing pendant les longues absences de mon père. Elle m'a avoué qu'elle avait hypothéqué le manoir Caravel, ce joyau du patrimoine familial que mon père chérissait plus que sa propre vie, et qu'elle n'avait pas payé les traites depuis 6 mois. L'huissier est passé ce matin, gémit-elle. La saisie immobilière est actée. La vente aux enchères est prévue. Ton père rentre dans 3 mois. S'il apprend ça. Floriane, s'il apprend qu'il n'a plus de maison, ça va le tuer. Littéralement. Avec son cœur. Elle savait exactement où frapper. Mon père était mon héros, malgré ses absences. L'idée qu'il rentre de mission pour trouver les grilles de sa maison ancestrale cadenassée me tordait les tripes. Combien ? Ai-je demandé, passant instantanément en mode professionnel. Le montant qu'elle m'a annoncé m'a donné le vertige. C'était une somme astronomique. Mais j'étais mandataire judiciaire. Je connaissais les mécanismes. Je connaissais les failles. Et surtout, je venais d'hériter d'une petite somme de ma grand-mère maternelle, que j'avais économisée religieusement pour acheter mon propre cabinet. Je ne peux pas te donner l'argent, maman, dis-je fermement. C'est à fond perdu. Et je ne peux pas payer tes dettes sans garantie. Mais que faire, hurla-t-elle. Tu vas laisser ton père à la rue ? C'est là que mon cerveau de juriste a pris le dessus sur mon cœur de fille. J'ai conçu un plan. Un plan qui, je le croyais, sauverait tout le monde.
Écoute-moi bien, dis-je. Je ne vais pas payer ta dette. Je vais racheter la dette. Je vais créer une SCI, une société civile immobilière. Cette société va racheter le crédit à la banque avant la saisie. Je vais utiliser mon héritage pour l'apport et je vais m'endetter personnellement sur 20 ans pour le reste. Il y eut un silence au bout du fil. Et la maison? La maison appartiendra à la SCI. Donc à moi, expliquai-je clairement. Mais vous pourrez y vivre. Je ferai un contrat de prêt à usage. Vous vivrez là gratuitement. Vous n'aurez plus de loyer, plus de crédit. Juste les charges courantes. Mais juridiquement, la maison est à moi. C'est la seule façon de la sauver de la banque, maman. Elle a accepté immédiatement. Trop vite, aurais-je dû penser. Oui, oui, bien sûr. Tout ce que tu veux, Floriane. Tu es mon ange gardien. Oh, merci ma chérie, merci. Le lendemain, j'ai pris ma voiture. J'ai roulé de Rennes à Vannes sous une pluie battante. J'ai passé la journée avec les avocats de la banque, négociant férocement, utilisant mon statut professionnel pour stopper la procédure in extremis. J'ai signé des papiers qui engageaient mon avenir financier pour les 2 prochaines décennies. J'ai vidé mes comptes d'épargne. Le soir même, j'ai fait signer à ma mère les documents de transfert de propriété et le fameux Commoda, ce prêt à usage qui leur garantissait le droit d'habitation. Tu ne dis rien à papa, a-t-elle supplié en signant d'une main tremblante. Je lui dirai moi-même, au bon moment. Je ne veux pas l'inquiéter pendant qu'il est en mer, promets-le-moi. J'ai promis. J'ai regardé ma mère, les yeux rouges mais soulagés, et j'ai cru avoir fait la bonne chose. J'ai cru avoir sauvé ma famille. J'ai cru que ce sacrifice allait enfin me valoir un peu de reconnaissance, un peu de cet amour qu'elle déversait si généreusement sur Océane. Je ne savais pas que je venais de signer un pacte avec le diable. Je ne savais pas que cette signature était le début de mon esclavage. Je suis reparti vers Rennes cette nuit-là, épuisé mais fier. Je ne savais pas encore que le bon moment pour le dire à papa n'arriverait jamais, et que ma mère avait une définition très particulière de la gratitude. Les 3 années qui ont suivi ont été une lente descente aux enfers, pavée de bonnes intentions et de sacrifices silencieux. Imaginez la situation. Je suis propriétaire légal d'un manoir du XVIIIe siècle, estimé à plus d'1 million d'euros, situé sur la côte bretonne. Mais je vis dans un studio de 25 mètres carrés en périphérie de Rennes, avec vue sur un parking de supermarché. Chaque mois, le virement partait automatiquement de mon compte, 2800 euros. C'était le montant du remboursement du prêt que j'avais contracté pour sauver la maison. 2800 euros. C'était 70% de mes revenus nets au début. Pour survivre, je vivais comme une étudiante fauchée. Pas de vacances, pas de restaurant, des vêtements achetés en solde, une vieille Peugeot 206 qui menaçait de rendre l'âme à chaque démarrage. Pendant ce temps, au manoir Caravelle, la vie continuait comme si de rien n'était. Mieux encore, elle semblait plus fastueuse que jamais. Chaque fois que je revenais le week-end, espérant un repas chaud en famille, je découvrais de nouvelles améliorations. De nouveaux rideaux en velours de soie dans le salon. Une entreprise de paysagistes qui venait refaire les parterres de roses. Une nouvelle véranda chauffée pour l'hiver. C'est magnifique, maman, disais-je un jour, la gorge serrée, en regardant les nouveaux canapés en cuir blanc. Mais comment peux-tu payer ça? Je croyais que vous étiez serré. Ghislaine balayait ma question d'un revers de main agacé. Oh, Floriane, arrête de parler d'argent, c'est vulgaire. Ton père a eu une petite prime. Et puis, il faut bien entretenir tes maisons, non? Tu devrais me remercier de prendre soin de ton patrimoine. C'était son arme favorite, retourner la situation. Si je payais le crédit, c'était normal car la maison était à mon nom. Si elle dépensait des fortunes en décoration, c'était pour valoriser mon bien. C'était une logique perverse, imparable. Et puis il y avait Océane. Ma sœur, le rayon de soleil. Elle avait arrêté ses études de droit au bout de 6 mois, trop stressant, puis avait tenté une école d'art, trop académique. Maintenant, elle se définissait comme life coach sur Instagram, ce qui consistait principalement à poster des photos d'elle en bikini ou en tenue de soirée, avec des légendes inspirantes copiées sur Google. Océane ne payait rien. Elle vivait au manoir, nourrie, logée, blanchie.
Elle conduisait une petite décapotable qu'elle garait fièrement devant l'entrée. Le point de rupture a failli arriver 1 an après l'accord. J'avais eu une grosse rage de dents, une infection qui nécessitait une couronne dentaire urgente. Cela coûtait 800 €. Je ne les avais pas. J'ai dû demander à ma mère si elle pouvait m'aider, juste cette fois. Maman, j'ai vraiment mal, lui avais-je dit au téléphone. Est-ce que tu pourrais me prêter 500 €? Je te les rends le mois prochain. Il y eut un long silence gêné. Ah, Floriane, c'est le mauvais moment. Je viens de régler l'abonnement au club de golf de ton père et les cours de pilates d'Océane. On est à sec. Tu ne peux pas demander une avance à ton patron? Tu gagnes bien ta vie, pourtant. J'ai raccroché, les larmes aux yeux, la joue gonflée. J'ai mangé de la soupe en sachet pendant 2 semaines pour payer mon dentiste. Mais le pire n'était pas la privation matérielle. C'était le mépris. Lors d'un déjeuner dominical, j'ai remarqué quelque chose au poignet d'Océane. Une montre. Une Rolex Oyster Perpetual, modèle vintage, avec un cadran bleu nuit. Mon cœur a raté un battement. C'était la montre de papa. Celle qu'il avait reçue pour ses 50 ans. Celle qu'il ne portait jamais en mer de peur de l'abîmer. Océane, dis-je, ma voix tremblant légèrement. C'est la montre de papa? Elle a levé le poignet, admirant le métal brillant. Ouais, sympa non? C'est le style boyfriend watch, c'est super tendance. Maman me l'a donné. Je me suis tournée vers Ghislaine. Maman, tu m'avais dit l'année dernière que tu avais dû vendre cette montre pour payer les frais d'hôpital de papa quand il a eu sa bronchite. Ghislaine ne s'y a même pas. Elle coupa son rôti avec une précision chirurgicale. J'ai dit ça? Tu as du mal comprendre, ma chérie. Tu écoutes toujours à moitié. J'ai vendu les boutons de manchette, pas la montre. Et puis, Océane en avait besoin pour un shooting photo. Elle a besoin de soigner son image pour sa carrière. Toi, dans ton bureau poussiéreux, tu n'as pas besoin de Rolex, n'est-ce pas? J'ai serré mon couteau si fort que mes jointures sont devenues blanches. Elle m'avait menti. Elle m'avait fait culpabiliser pour ne pas avoir pu payer les frais médicaux, alors qu'elle gardait les objets de valeur pour les caprices de sa fille préférée. Si vous étiez à ma place, assis à cette table, regardant votre sœur porter la montre que vous pensiez vendue pour sauver la santé de votre père, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous renversé la table? Auriez-vous crié? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'ai avalé ma rage avec mon morceau de rôti trop cuit. J'ai cru que je devais endurer ça pour la paix de la famille. Quelle erreur! L'argent, on peut le regagner. Les maisons, on peut les racheter. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Jocelyn. Jocelyn était architecte. Il avait des yeux couleur noisette et une douceur qui contrastait avec la brutalité de mon quotidien. Il ne se souciait pas de mon nom de famille ou du manoir. Il m'aimait pour mon esprit vif, pour ma résilience, pour ces moments où je laissais tomber l'armure. Avec lui, je me sentais enfin femme, et non plus simplement une machine à payer des dettes. Nous parlions mariage. Nous parlions avenir. Pour la première fois, j'envisageais de vendre le studio, peut-être de renégocier le prêt de la maison pour respirer un peu, pour construire ma propre vie. J'ai fait l'erreur de présenter Jocelyn à mes parents lors d'un week-end de Pâques. Le déjeuner s'était bien passé, en apparence. Ghislaine avait été charmante, posant beaucoup de questions sur la situation financière de Jocelyn, ses projets, sa famille. J'étais heureuse. Je pensais qu'elle voyait enfin que je pouvais être aimée. 3 semaines plus tard, Jocelyn est devenu distant. Il ne répondait plus à mes messages immédiatement. Il annulait nos rendez-vous. Un soir, je suis allée chez lui, décidée à comprendre. Je l'ai trouvé en train de faire ses cartons. Jocelyn? Qu'est-ce qui se passe? Tu pars? Il s'est retourné, et le regard qu'il m'a lancé m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la colère, c'était du dégoût mêlé à de la pitié. Je ne peux pas, Floriane, a-t-il dit doucement. Je ne peux pas construire ma vie sur un mensonge. Un mensonge? De quoi tu parles? Ta mère m'a appelé. Elle m'a demandé de venir la voir pour parler de ton état. Mon état? Elle m'a tout dit, Floriane. Tes dettes de jeu.
Tes problèmes compulsifs. Le fait que tu sois sous tutelle financière de tes parents, que c'est pour ça que tu vis dans ce studio alors que tu gagnes bien ta vie. Elle m'a dit que tu étais instable. Qu'il y avait des antécédents psychiatriques lourds. J'étais tellement choquée que j'ai dû m'asseoir. Quoi? Mais c'est faux. C'est complètement délirant. Jocelyn, regarde mes comptes, regarde ma vie. Je suis mandataire judiciaire, je suis assermenté. Il a secoué la tête tristement. Elle m'a montré des relevés. Des sorties d'argent énormes chaque mois. 2800 €, Floriane. Elle m'a dit que c'était pour rembourser tes créanciers de casino. J'ai hurlé de rire. Un rire nerveux, hystérique. C'est le crédit de leur maison. C'est moi qui paie pour qu'ils aient un toit. Elle m'a dit que tu dirais ça, soupira Jocelyn. Elle m'a prévenu que tu inventerais une histoire où tu es la sauveuse et eux les victimes. C'est typique de ta pathologie, a-t-elle dit. La mythomanie narcissique. J'ai essayé de lui montrer les papiers, les actes notariés. Mais le doute était instillé. Ma mère avait été si convaincante, jouant la mère éplorée inquiète pour l'avenir de sa fille malade. Elle avait utilisé ma plus grande faiblesse, ce virement mensuel secret, pour le transformer en preuve de ma déchéance. Jocelyn est parti. Il n'avait pas la force de gérer une folle. Je suis retournée voir ma mère le week-end suivant, ivre de douleur. Pourquoi? Ai-je hurlé dans le salon feutré. Pourquoi tu lui as raconté ces horreurs? Ghislaine buvait son thé, impassible. Oh, calme-toi. Ce garçon n'était pas assez bien pour toi. Il t'aurait distraite. Et puis, réfléchis Floriane, si tu te maries, tu vas vouloir des enfants, tu vas vouloir acheter ta propre maison. Et nous? Qu'est-ce qu'on devient? Tu nous jettes à la rue? Elle a posé sa tasse avec un petit cliquetis. J'ai fait ça pour nous. Pour la famille. Tu ne peux pas nous abandonner pour un homme. Tu as des responsabilités. À cet instant précis, quelque chose est mort en moi. L'espoir d'être aimé par elle est mort. J'ai réalisé que je n'étais pas sa fille. J'étais son plan retraite. J'étais son assurance vie. Elle m'avait isolé, diffamé, détruit mon bonheur pour s'assurer que je resterais seule, et donc solvable uniquement pour elle. C'est ce souvenir, cette douleur brûlante de la perte de Jocelyn, qui m'a donné la force, 3 ans plus tard, sur cette estrade, de ne plus trembler. Retour au cercle naval. Le présent. La tache de vin s'était figée sur la nappe. Le silence dans la salle était si lourd qu'on aurait pu l'entendre craquer. Mon père me regardait comme si j'étais une étrangère qui venait de parler une langue inconnue. Ta maison, répéta-t-il, sa voix tremblante d'une colère contenue. J'ai payé cette maison toute ma vie, Floriane. Chaque pierre. Chaque ardoise. J'ai soldé le crédit il y a 5 ans. Ghislaine s'est précipitée vers lui, lui agrippant le bras. Hubert, ne l'écoute pas. Elle a bu. Elle fait une crise, comme d'habitude. C'est sa jalousie maladive envers Océane qui parle. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux lançant des éclairs de haine pure. Descends de là tout de suite, petite insolente. Tu gâches la fête de ton père. Les invités commençaient à murmurer. Je voyais les regards passer de l'amusement au malaise. Le spectacle devenait trop réel. Je n'ai pas bougé. J'ai posé le micro sur le pupitre. J'ai saisi ma mallette en cuir noir que j'avais posée au pied de l'estrade avant de monter. Le clic des fermoirs a résonné sèchement. Papa, dis-je sans micro, mais ma voix portait suffisamment. Tu as soldé le crédit il y a 5 ans, c'est vrai. Mais il y a 4 ans, maman a contracté un nouveau prêt hypothécaire. Un prêt relais rechargeable. Elle a mis la maison en garantie à 100%. C'est faux, hurla Ghislaine. Menteuse. J'ai sorti un dossier bleu. J'en ai extrait une feuille cartonnée, l'acte de vente notarié. Voici l'acte de vente, daté d'il y a 3 ans. Vendeur, Hubert et Ghislaine de Keroual. Acheteur, SCI Floriane K. Prix de vente, le montant exact de la dette que maman avait accumulée. J'ai tendu le document vers mon père. Il a hésité, puis l'a arraché de ma main.
Il a mis ses lunettes de lecture, ses mains tremblant tellement que le papier bruissait. Et ça, ai-je continué en sortant un autre document, c'est le prêt à usage. Le contrat qui stipule que je vous autorise, par pure charité filiale, à occuper mon bien immobilier tant que vous en respectez l'intégrité. Mon père lisait. Sa respiration devenait sifflante. Il tournait les pages frénétiquement. Mais... Il a levé les yeux, hagard. Je n'ai jamais signé ça. Hubert de Keroual. La signature est là, mais je n'étais pas là. Il y a 3 ans, le 14 novembre, j'étais au large de Djibouti. J'ai les carnets de bord. La salle a halté. Un murmure collectif s'est élevé, faux et usage de faux. Je me suis tournée vers ma mère. Elle ne criait plus. Elle était adossée à la table, le visage gris. Tu as imité sa signature, maman, dis-je calmement. Comme tu l'as fait pour le prêt initial. Tu as profité de ses absences pour hypothéquer son héritage, flamber l'argent, puis tu as profité de ma crédulité pour couvrir tes traces. Tu pensais que je ne dirais rien. Que je paierais sagement en silence pour protéger l'honneur de la famille. C'était pour nous, croissa-t-elle soudain, abandonnant le déni pour la justification. Pour maintenir notre rang. Tu voulais quoi? Qu'on vive comme des clochards? Qu'on avoue à tout le monde que ton père a une retraite de misère par rapport à nos besoins? Tes besoins, maman. Pas les nôtres. C'est alors qu'Océane est entrée dans la danse. Elle a lâché le bras de sa mère et s'est avancée vers moi, le visage tordu par une rage enfantine. Tu es dégueulasse, a-t-elle craché. Tu as tout inventé. Tu as manipulé les papiers parce que tu es avocate ou je ne sais quoi. Tu veux juste nous voler notre maison parce que tu es jalouse que maman m'aime plus que toi. Elle a levé la main pour me gifler. J'ai attrapé son poignet en plein vol. Mon geste était vif, précis. Je l'ai serré fermement. Ne fais pas ça, Océane, dis-je froidement. Et pendant que je te tiens le poignet, parlons de ton argent de poche. J'ai lâché son bras et j'ai sorti le dernier document de mon dossier. Les relevés bancaires. Papa, tu te demandes où sont passés les 2800 € que je virais chaque mois sur le compte joint pour l'entretien de la maison? J'ai jeté les feuilles sur la table, devant mon père. Elles se sont éparpillées comme des confettis accusateurs. Regarde les destinataires des virements sortants. Voyage évasion. Boutique Louboutin Paris. Clinique esthétique Vannes. Et surtout, des virements directs vers le compte personnel de Mademoiselle Océane de Keroual. Mon père a saisi une feuille. Il a lu une ligne. Puis une autre. Il a levé les yeux vers sa fille adorée, sa princesse. Océane a reculé, trébuchant sur sa robe de soirée. Papa, c'est pas ce que tu crois. Commença-t-elle. Tais-toi, murmura Hubert. Ce n'était pas un cri. C'était un ordre de capitaine, froid et absolu. L'ambiance dans la salle avait changé du tout au tout. Ce n'était plus un gala, c'était une scène de crime, et je venais d'apporter les pièces à conviction. Les invités, ces mêmes personnes qui riaient de moi 5 minutes plus tôt, regardaient maintenant ma mère et ma sœur avec une horreur fascinée. Ils voyaient enfin ce que j'avais vu pendant 3 ans, des parasites drapés dans de la soie. Hubert, mon père, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Il tenait le relevé bancaire comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Océane, dit-il, sa voix brisée. Le mois dernier, quand tu m'as dit que tu avais besoin de 500 € pour réparer ta voiture. Maman m'a dit qu'on n'avait plus rien. J'ai dû emprunter à mon frère. Il pointa le doigt sur une ligne du relevé. Et là, je vois un virement de 2000 € vers ton compte le même jour? Libellé shopping anniversaire? Océane se mit à pleurer. Pas des larmes de remords, mais des larmes de frustration. Mais j'en avais besoin, papa. Je suis influenceuse, je dois avoir l'air riche. C'est mon travail. Tu ne peux pas comprendre. Ton travail? Hubert éclata d'un rire amer qui fit frissonner l'assemblée. Ton travail, c'est de dépenser l'argent que ta sœur gagne en suant sang et eau? Il se tourna vers Ghislaine. Elle s'était rassie, tentant de recomposer une dignité en lambeaux. Elle lissa sa robe.
Hubert, nous en parlerons à la maison. Ce n'est pas le lieu. Les gens regardent. Il n'y a plus de maison, Ghislaine, rugit-il soudain, faisant sursauter tout le monde. Tu as entendu Floriane? La maison n'est plus à nous. Tu l'as vendue. Tu as imité ma signature. Il se tourna vers moi. Son regard était un mélange de honte et de désespoir. Floriane, est-ce que c'est vrai? Pour le prêt initial? Oui, papa. J'ai la copie du dossier bancaire original. L'expertise graphologique est formelle. C'est la main de maman. C'est un faux en écriture privée et une escroquerie bancaire. À ce moment précis, un homme s'avança depuis le fond de la salle. C'était Maître Syriac, un avocat réputé de Vannes et un ami de longue date de mon père. Je l'avais prévenu. Hubert, dit-il gravement en posant une main sur l'épaule de mon père. Floriane m'a consulté la semaine dernière. J'ai vérifié tous les documents. Tout ce qu'elle dit est juridiquement irréfutable. La maison lui appartient via la SCI. Et les faux? Hubert, c'est du pénal. C'est de la prison ferme potentielle. Le mot « prison » flotta dans l'air comme une menace toxique. Ghislaine porta la main à sa gorge. Prison, Queen ATL. Pour avoir géré le budget familial? Je suis sa mère. Elle ne va pas m'envoyer en prison. Elle se tourna vers moi, changeant instantanément de tactique. Le visage haineux disparut, remplacé par le masque de la mère aimante et fragile. Floriane, ma chérie. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? C'était une blague, hein? Pour me faire peur? Je sais que j'ai été dure tout à l'heure, mais c'était pour te taquiner. On s'aime dans cette famille. Elle tendit les bras vers moi, pathétique. Je l'ai regardé. J'ai revu Jocelyn faire ses valises. J'ai revu mon compte en banque vide. J'ai revu la Rolex au poignet d'Océane. J'ai revu mes 10 ans, quand elle m'enfermait dans ma chambre parce que je n'étais pas assez jolie pour être présentée aux invités. Non, maman, dis-je doucement. Je ne vais pas porter plainte pour les faux. Pas si vous partez. Partir? Je résilie le commoda. Le prêt à usage. Je reprends la jouissance de mon bien. Vous avez une semaine pour vider les lieux. Toi et Océane. Mais où allons-nous aller? Hurla Océane. Tu es une adulte, Océane. Débrouille-toi. Trouve un vrai travail. Où vont tes sacs à main? Et ton père? Demanda Ghislaine, jouant sa dernière carte. Tu mets ton père à la rue? Le héros du jour? Je regardais Hubert. Il se tenait droit, malgré le poids du monde sur ses épaules. Il retira son alliance. Lentement. Péniblement. Et il la posa sur la nappe à côté de la tache de vin. Ne t'inquiète pas pour moi, Floriane, dit-il d'une voix sourde. Je ne dormirai plus jamais sous le même toit que cette femme. Il regarda Ghislaine avec une froideur absolue. Tu m'as volé ma maison. Tu m'as volé ma retraite. Mais le pire, c'est que tu m'as volé l'amour de ma fille en me faisant croire qu'elle nous détestait, alors qu'elle se saignait pour nous. Il s'approcha de moi. Il hésita, puis me prit maladroitement dans ses bras. Il sentait le tabac à pipe et la mer. Il pleurait. Pardon, murmura-t-il dans mes cheveux. Pardon de n'avoir rien vu. Pardon d'avoir été un capitaine aveugle. Je n'ai pas pleuré. J'avais fini de pleurer il y a longtemps. J'ai juste hoché la tête. Ghislaine, voyant qu'elle avait perdu son dernier allié, s'effondra sur sa chaise, seule au milieu des ruines de sa réputation. Les invités commençaient à partir, gênés, chuchotant déjà les détails croustillants qui allaient alimenter les dîners de Vannes pendant des décennies. La semaine qui a suivi a été surréaliste. En tant que mandataire judiciaire, j'ai supervisé des dizaines d'expulsions d'entreprises, des liquidations, des saisies. Mais expulser sa propre mère et sa sœur de la maison de son enfance, c'est une expérience qui vous marque au fer rouge. J'avais engagé un huissier pour faire l'état des lieux, afin d'éviter que Ghislaine ne saccage la maison par vengeance. Je n'avais pas confiance en elle. Et j'avais raison. Quand nous sommes arrivés le lundi matin suivant, une semaine jour pour jour après le gala, le manoir Caravel avait l'air d'une coquille vide,
Océane était déjà partie. Elle s'était réfugiée chez son dernier petit ami en date, un promoteur immobilier de la Baule, en emportant tout ce qu'elle pouvait faire entrer dans sa décapotable. Elle m'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux, mais pas avant de poster une longue diatribe sur la jalousie toxique familiale et son besoin de healing. Ghislaine était là. Elle était assise sur une malle dans le grand hall d'entrée, vêtue de noir comme une veuve sicilienne. En faisant le tour des pièces avec l'huissier, j'ai découvert l'étendue des dégâts. Ce n'était pas du vandalisme violent. C'était plus insidieux. Elle avait vendu tout ce qui avait de la valeur historique. Les tableaux d'ancêtres? Disparus. L'argenterie armoriée? Volatilisée. Les meubles d'époque? Remplacés par des copies bon marché ou simplement absents. La maison que je payais depuis 3 ans était une coquille vide. L'intérieur luxueux que je voyais lors de mes visites n'était que du maquillage. Où sont les commodes Louis XV, maman? Ai-je demandé en revenant dans le hall. J'ai dû les vendre pour payer les avocats, cracha-t-elle. Puisque ma fille veut me traîner en justice. Je n'ai pas porté plainte, je t'ai juste demandé de partir. C'est pareil. Tu m'as humilié. Tu m'as tué socialement. Plus personne ne me répond au téléphone à Vannes. Le cercle naval a annulé mon adhésion. Je suis une paria. Tu as récolté ce que tu as semé, dis-je sans émotion. Elle s'est levée, s'avançant vers moi, le doigt levé. Tu crois avoir gagné? Tu te crois forte avec tes petits papiers et tes lois? Mais tu finiras seule, Floriane. Tu es froide. Tu es morte à l'intérieur. C'est pour ça que Jocelyn est parti. Pas à cause de moi. À cause de toi. Parce qu'aucun homme ne peut aimer un glaçon. C'était sa dernière flèche. Elle visait le cœur. Mais cette fois, l'armure a tenu. Jocelyn est parti parce que tu lui as menti, répondis-je. Et je préfère être seule et digne dans ma vérité, que mariée et faussaire dans ton mensonge. Maintenant, donne-moi les clés. Elle a jeté le trousseau de clés lourdes en fer forgé sur le carrelage. Le bruit métallique a résonné comme un coup de feu. Elle a pris sa valise et est sortie sans se retourner. J'ai regardé sa silhouette s'éloigner dans l'allée de gravier, sous le ciel gris de Bretagne. Elle ne semblait pas grande et terrifiante. Elle semblait juste, petite. Et vieille. Une femme qui avait tout misé sur les apparences et qui se retrouvait nue face à l'hiver. L'huissier, un homme discret, a toussé poliment. Mademoiselle? On change les serrures? Oui, dis-je en fermant la lourde porte en chêne. Changez tout. Je ne veux plus qu'aucune vieille clé ne puisse ouvrir cette porte. Je me suis retrouvée seule dans le grand manoir silencieux. Pour la première fois depuis 3 ans, je n'ai pas ressenti le poids de la dette. J'ai ressenti l'écho vide de la maison. C'était à moi. Vraiment à moi. Mais je savais déjà que je ne vivrais pas ici. Il y avait trop de fantômes. Les mois qui ont suivi ont été ceux de la reconstruction. J'ai mis le manoir Caravelle en vente. Je ne pouvais pas le garder. Chaque pièce me rappelait une humiliation, un mensonge. Avec le marché immobilier en plein boom sur la côte bretonne, il s'est vendu rapidement, malgré l'absence des meubles anciens. Le nom et l'emplacement suffisaient. Avec l'argent de la vente, j'ai remboursé intégralement le prêt bancaire restant. J'ai soldé la dette que je traînais comme un boulet. Pour la première fois en 3 ans, mon salaire m'appartenait entièrement. J'ai quitté mon studio miteux et j'ai acheté un appartement lumineux à Vannes, sur le port, moderne, sans histoire, sans fantômes. Quant à Hubert, mon père, il avait loué un petit 2 pièces près du port de Plaisance. Il vivait modestement, avec sa seule retraite. Il avait refusé que je lui donne le moindre centime issu de la vente de la maison. C'est ton argent, Floriane. Tu l'as sauvé, tu l'as payé. Un soir, je suis passé le voir. Son appartement était petit, mais il sentait bon la cire marine et le vieux tabac. Il avait l'air apaisé. Il lisait un livre, assis dans un fauteuil qu'il avait réussi à récupérer. Il m'a tendu une enveloppe. J'ai écrit ça pour toi. Je n'arrive pas toujours à dire les choses en face. J'ai ouvert la lettre plus tard, assise sur mon balcon face à la mer, ma chère Floriane,
un capitaine est responsable de son navire, même quand il dort. J'ai laissé la barre à ta mère pendant trop longtemps, par lâcheté, par facilité, parce que je préférais affronter les tempêtes en mer que les conflits à terre. J'ai confondu ta force avec de la froideur. J'ai confondu les caprices de ta sœur avec de la joie de vivre. J'ai été un mauvais père en ne voyant pas laquelle de mes filles se noyait pour me garder à flot. Je ne pourrai jamais te rembourser l'argent, ni les années de privation. Mais je peux te promettre une chose, pour le reste de mes jours, je serai dans ton camp. Je suis fière de la femme que tu es devenue. Non pas grâce à nous, mais malgré nous. Ton papa qui t'aime. J'ai pleuré. Pour de bon cette fois. Des larmes de guérison. Et puis, il y a eu l'improbable. Un après-midi, en sortant de mon cabinet, j'ai vu une silhouette familière qui m'attendait sur le trottoir. Jocelyn. Il avait l'air nerveux. Il tenait un café à la main. Salut, dit-il maladroitement. Salut Jocelyn. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au cercle naval. Tout va n'en parle. J'imagine. Il a baissé les yeux. J'ai appris que tout ce que ta mère m'avait dit, c'était faux. Les dettes de jeu. La maladie. Tout. Oui. Je m'en veux terriblement, Florian. J'aurais dû te croire. J'aurais dû te faire confiance plutôt que de croire cette femme manipulatrice. J'ai été lâche. Je l'ai regardé. J'avais encore des sentiments pour lui, c'était indéniable. Mais j'étais une femme différente maintenant. Tu as été humain, Jocelyn. Elle est très douée. Mais tu as raison. Tu aurais dû me poser la question. Tu as choisi la fuite. Je sais. Je ne te demande pas de me reprendre. Je ne le mérite pas. Mais j'aimerais qu'on puisse boire un café. Qu'on recommence à zéro. En ami, pour commencer? J'ai souri. Un vrai sourire. Un café. D'accord. Mais c'est moi qui invite. J'ai les moyens maintenant. Et les autres? Les méchants de l'histoire? La justice poétique existe, mais elle est rarement aussi spectaculaire que dans les films. Elle est plus lente, plus grise, mais tout aussi implacable. Ghislaine vit aujourd'hui dans un logement social en périphérie de Lorient. Loin de Vannes, loin de son public. Elle a essayé de maintenir son standing pendant quelques mois, mais sans le chéquier de mon père et sans mes virements, la réalité l'a rattrapée violemment. Elle est devenue ce qu'elle méprisait le plus, une femme ordinaire, sans argent, aigrie. On m'a dit qu'elle passait ses journées à raconter à qui voulait l'entendre, sa boulangère, ses voisins, qu'elle a été victime d'une machination ourdie par une fille ingrate et un mari cruel. Personne ne la croit vraiment, ou personne ne s'en soucie. L'indifférence est la pire punition pour une narcissique. Océane. Ah, Océane. Son petit ami promoteur l'a mise dehors au bout de 3 mois quand il a réalisé qu'elle n'apportait rien d'autre que des factures et des drames. Elle a essayé de revenir vers papa. J'étais là ce jour-là. Elle a sonné à la porte du petit appartement d'Hubert, les yeux gonflés, traînant une valise Louis Vuitton éraflée. Papa, je n'ai nulle part où aller. Maman est devenue folle, je ne peux pas vivre avec elle. Tu dois m'aider. Hubert s'est tenu dans l'encadrement de la porte. Il ne l'a pas laissé entrer. Tu as 26 ans, Océane. Tu as 2 bras, 2 jambes et un cerveau. Va travailler. Mais je ne sais rien faire, a-t-elle pleurniché. Alors apprends. Comme ta sœur l'a fait. Il a fermé la porte. Doucement, mais fermement. Il s'est retourné vers moi, qui buvais le thé dans sa cuisine. Il avait l'air triste, mais résolu. C'est dur, a-t-il dit. C'est nécessaire, ai-je répondu. Océane a fini par trouver un travail de vendeuse dans une boutique de vêtements. C'est ironique. Elle passe ses journées à plier des vêtements qu'elle ne peut plus s'acheter. C'est peut-être le début de sa rédemption, ou pas. Ce n'est plus mon problème. Quant à moi, je suis assise ici, dans mon salon inondé de lumière. J'ai 33 ans. Je suis propriétaire de mon logement. J'ai renoué avec mon père. Je vois Jocelyn régulièrement, et nous prenons notre temps. Je ne suis plus la petite fourmi laborieuse qu'on exploite.
Je suis la reine de ma propre fourmilière. J'ai gardé le dossier bleu. Celui avec les faux, les relevés bancaires. Il est rangé au fond d'un tiroir. Je ne le regarde plus, mais je sais qu'il est là. C'est mon trophée. C'est la preuve que j'ai survécu. Cette histoire n'est pas seulement une histoire de vengeance financière. C'est une histoire de limites. Nous grandissons avec l'idée que la famille est sacrée. Que l'on doit tout à ses parents. Que le sang est plus épais que l'eau. Mais parfois, le sang est toxique. Parfois, la famille est l'endroit le plus dangereux pour votre santé mentale et financière. J'ai mis 3 ans à comprendre que l'on ne peut pas acheter l'amour de quelqu'un. J'ai payé 100 000 € pour essayer d'acheter l'approbation de ma mère. Et tout ce que j'ai obtenu, c'est du mépris. Le jour où j'ai dit « rends-moi les clés », je n'ai pas seulement repris une maison. J'ai repris ma dignité. J'ai repris le contrôle de mon récit. À tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui se sentent piégés par une obligation familiale. À ceux qui paient les dettes de parents irresponsables. À ceux qui acceptent d'être le bouc émissaire pour la paix des ménages. Écoutez-moi bien, vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de couper les ponts. Vous avez le droit de garder votre argent pour votre propre avenir. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Ma mère m'avait demandé, ça fait quoi d'être inutile? Aujourd'hui, je connais la réponse. Je suis inutile à ses manigances. Je suis inutile à son ego. Et c'est la sensation la plus libératrice du monde. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous battre pour votre indépendance face à ceux qui étaient censés vous protéger, alors faites-le moi savoir. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres histoires de justice et de vérité. Laissez un « j'aime » si vous pensez que j'ai eu raison de reprendre les clés. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de dire non. Prenez soin de vous, et surtout, gardez vos clés.